Et bonjour à tous, bienvenue sur France Info. On est ensemble jusqu'à 9h comme tous les matins. Avec vous, Jean-Michel Apathy, bonjour. Bonjour Fabienne. Gilles Banstein est là également. Yes. Et Guy Birenbaum. Et notre invité ce matin est maire de Pau, soutien d'Emmanuel Macron. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Avant d'évoquer la campagne présidentielle, qui est évidemment à 6 jours du scrutin dans toutes les têtes, une question sur la Turquie. Le président Erdogan a remporté le référendum qu'il avait proposé à ses compatriotes, un renforcement considérable du pouvoir présidentiel. Du coup, cette société, c'est son droit, mais dérive peut-être un peu loin des codes et des valeurs de l'Europe à laquelle la Turquie prétend adhérer. Il faut rompre les négociations avec la Turquie. Bon, deux choses. D'abord, c'est un pays coupé en deux. Parce que 51-49, ah oui, bien sûr, c'est un verdict, mais c'est aussi le signe d'un pays qui est profondément divisé. Et il est profondément divisé en raison même de l'évolution, pour ne pas dire de la dérive que M. Erdogan lui fait choisir, lui fait emprunter. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a quelque chose de fascinant, c'est qu'aujourd'hui, il y a dans les peuples, au fond, une certaine aspiration au pouvoir personnel très fort, qu'il y ait des chefs, pour ne pas dire tyranniques, qui s'occupent de tout. Et ça, c'est une évolution qui existe partout dans le monde, en face de laquelle l'Europe est une résistance. Et enfin, troisième point, en effet, vous savez, on a beaucoup eu de débats sur ce sujet. Moi, depuis le début, je dis que l'intégration de la Turquie à l'Europe est ou serait impossible pour la Turquie et impossible pour l'Europe. Et des négociations existent toujours avec, et on est en train de le vivre. Alors ces négociations qui existent toujours sont des négociations au point mort et à mon avis un peu hypocrites des deux côtés. Très bien. Donc voilà le résultat du référendum en Turquie. C'était hier. Revenons à la campagne présidentielle. François Bayrou, Emmanuel Macron, que vous soutenez, tient l'un de ses derniers grands meetings ce soir à Bercy. Très important. Très important, vous en serez bien sûr. Cet après-midi à Bercy. Cet après-midi, pardon. Oui. Beaucoup de gens notent une forme de fragilité, à la fois dans l'assemblage un peu hétéroclite qu'a réuni autour de lui Emmanuel Macron. Peut-être aussi, on va en voir quelques images, je vais les décrire pour nos auditeurs. Le souci permanent de l'image d'Emmanuel Macron. Il était à la Mongie, on le voit, juste avant un meeting à Pau, c'était la semaine dernière. Certains se disent, il en fait un peu trop, Emmanuel Macron. Cette fragilité, vous la ressentez ? Alors, ni l'un, ni l'une, ni l'autre des deux fragilités que vous avez indiquées. Bon, les images dans une campagne présidentielle, les paparazzi dans une campagne présidentielle, nous savons, vous et moi, qu'il y en a beaucoup. Et c'est un piège dans lequel ou auquel il faut résister absolument. En tout cas, c'est mon point de vue. Et on ne sait pas si lui, il résiste vraiment. Et je crois que de plus en plus, c'est le sien. Bon, là, il était avec sa femme à la montagne sur un télésiège. Bon, je veux dire, il y a pire comme les Pyrénées, comme mise en scène. Voilà. Oui. On le pardonne. Et puis les Pyrénées, il y a Pau au pied des Pyrénées, et rien que ça suffit. Et le meeting qu'on a eu à Pau avec 6000 personnes était superbe. Je crois que tout le monde l'a dit. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il n'y a rien d'hétéroclite autour de lui. Ah bon, c'est vrai ? Et je vais même aller beaucoup plus loin. C'est la seule équipe qui soit cohérente. Parce que tous ceux qui sont là partagent une certaine idée de la démocratie, des choix de la France, du fait qu'on ne peut pas renier le choix européen, du fait que l'économie a des lois et que si on veut démentir les lois de l'économie, on aura de très très graves accidents. On en a eu d'assez graves, l'état du chômage en France. On aura de très très graves accidents. Et le fait aussi qu'il faut désormais pour le modèle français à tout prix trouver l'équilibre entre la défense de nos valeurs et notamment sociales et de l'école. Pour moi, je ne sépare pas les deux parce que c'est l'égalité des chances et puis le mouvement du monde. Tout ça, tous ceux qui sont là le pensent. Il y a peut-être une ou deux exceptions que vous trouverez, mais ces exceptions, même parmi les soutiens, elles ne sont pas destinées à occuper des responsabilités dans la période qui vient. Il y a des soutiens et il y a aussi le noyau dur qui occupera les responsabilités. Et donc, je veux même aller plus loin. Les autres
candidats n'ont pas de cohérence d'équipe. Vous regardez la gauche, elle est explosée, vous regardez la droite, elle est divisée, et le seul ensemble qui ait cette unité de fond, je ne parle pas des parcours, des étiquettes antérieures d'il y a longtemps, je parle de l'unité de fond. Le seul ensemble qui ait cette unité de fond et qui veuille réformer le pays en le rassemblant, et pour moi les deux verbes sont nécessaires, c'est la majorité future qui sera celle d'Emmanuel Macron s'il est élu président. Alors c'est de votre part une conversion assez récente, parce que le 29 novembre dernier, vous étiez à cette même place et vous nous disiez ceci du programme d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on est condamné à des projets comme ceux de François Fillon, comme ceux par ailleurs de Macron, parce que c'est à peu près le même mode de pensée. On est devant une logique, des logiques, qui creusent sans fin les inégalités au bénéfice de ceux qui ont le plus de chance. Monsieur Bayrou, on va supprimer l'ISF, par exemple. Alors, Fillon-Macron, c'était la même chose et ça creusait les inégalités. Et 2 mois plus tard... Eh bien, il se trouve que dans le travail que nous avons fait ensemble, si vous vous souvenez des exigences que j'avais formulées au moment de notre alliance. Très bien. Il se trouve qu'il y en avait 4. La première, c'est que ce soit une vraie alternance. La deuxième, c'est qu'on fasse une loi de moralisation de la vie publique pour que, désormais, les conflits d'intérêts soient bannis. La tentative de prise de contrôle par des intérêts privés de la décision publique. C'est ça le conflit d'intérêts. Troisièmement, que l'orientation du projet soit une orientation vers l'égalité des chances et vers le social. Et quatrièmement, qui est le pluralisme. C'est exactement ça la discussion que nous avons eue et le choix que depuis ce jour où nous avons travaillé ensemble, Emmanuel Macron n'a jamais, vous m'entendez bien, jamais remis en cause. Et je travaille avec lui, pour ainsi dire, tous les jours. Donc je vois bien que cette crainte-là n'était pas la bonne. J'ajoute que, depuis, on a appris quels étaient les liens entre François Fillon et ses intérêts privés, qui étaient des liens de dépendance. Et donc, de ce point de vue-là, oui, en effet, le reproche que je formulais à l'instant était fondé pour l'un et pas fondé pour l'autre. Et il est 8h40 sur France Info. On reprend cette discussion dans 1 minute. Tout pile, voici Victor Mattei. Il va durer 6 semaines, le vide sanitaire dans les Landes, le Gers, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, 5 départements du sud-ouest qui vont tenter, comme l'an dernier, de mettre fin à l'épidémie de grippe aviaire, abattage des volatiles et nettoyage de tous les élevages. Le président turc Recep Tayyip Erdogan salue une décision historique. Malgré un vote de justesse, un peu plus de 51% des voix au référendum d'hier, la réforme constitutionnelle est passée. Elle lui donne presque les pleins pouvoirs et devrait lui permettre de rester en poste jusqu'en 2029. Historique aussi, le spectacle à peine croyable. Hier, sur la pelouse de Furiani, des supporters corses qui agressent des joueurs lyonnais. Le match Bastia-Lyon a finalement été arrêté le dimanche de la honte, écrit même le journal L'Équipe. Et puis la couleur du jour sur les routes, c'est du rouge. Le retour de week-end de Pâques ou même des vacances scolaires pour la zone C s'annonce compliqué. Évitez, si vous le pouvez, le retour dans les grandes villes entre 15 et 21h. France Info. Et c'est François Bayrou qui est avec nous jusqu'à 9h ce matin sur France Info. Gilles Bornstein, question. Oui, vous me permettez avant, Gilles Bornstein, excusez-moi, vous me permettez de dire un mot sur les titres qui viennent de nous être annoncés. Et le premier d'entre eux, c'est-à-dire dans le sud-ouest, dans les 5 départements du sud-ouest, des éleveurs de canards qui sont dans une situation tragique de tristesse et de crise économique. Et qui refusent l'abattage. Et il faut absolument les aider. Certains refusent l'abattage. C'est pas ça. Ils sont dans le désarroi, c'est tout leur métier, c'est tous leurs animaux qui partent. Et il faut absolument les aider parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est pas pour eux qu'on va abattre les canards. C'est pour protéger le reste des élevages français. Et donc, la solidarité nationale doit s'exercer à l'égard de ceux qui sont en première ligne de cette tragédie. Et elle ne s'exerce pas suffisamment aujourd'hui ? Pour eux, en tout cas, je pense qu'on peut aller plus loin et qu'il faut les rassurer davantage sur ce point. Vous demandez qu'on les aide encore davantage, c'est ça ? Je demande qu'on fasse le travail de solidarité nécessaire. Et certains éleveurs se regroupent actuellement dans le sud-ouest pour qu'il ne soit pas procédé aux abattages. En tout cas, je pense à eux.
Gilles Bonchon. Hier, François Fillon a accepté l'idée d'ouvrir son éventuel futur gouvernement à des membres de Sens Commun, une association catholique radicale qui s'était fait connaître pour son opposition au mariage pour tous. On écoute François Fillon, c'était sur Radio J. Le Sens commun fait partie des hommes et des femmes qui sont des Français, fiers de leur pays, attachés à leurs traditions, qui sont pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Et donc, c'est des composantes de... Mais il pourrait y avoir des personnalités de Sens commun au sein du gouvernement. Pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Qu'est-ce que vous en dites ? Vous voyez bien ce que tout cela révèle. Il y a aujourd'hui, en France, on le sait ailleurs dans le monde, des mouvements qui veulent que leurs convictions religieuses fassent la loi pour tous. C'est un très grand choix. Le choix français, le choix de la laïcité, je le dis d'autant plus qu'il n'y a pas de secret, tout le monde sait quelles sont mes convictions à moi. Le choix de la laïcité, il est extrêmement précis. Il dit, ça n'est pas la foi qui fait la loi. On a des convictions personnelles, familiales, on y tient, c'est très très important, mais la société est pluraliste, il y a des convictions religieuses différentes, et donc il faut séparer la foi de la loi. Vous voyez bien qu'il y a des mouvements divers, dans diverses sensibilités, qui veulent que la loi soit soumise à la foi. La France, pour que nous puissions vivre ensemble, a fait le choix exactement construit de la laïcité, de séparer l'un de l'autre. Et que, simplement, par intérêt de camp, parce que c'est ça que François Fillon a dit, c'est notre camp, c'est la droite. Ce sont des gens avec lesquels je peux avoir envie de gouverner. Eh bien, moi, je pense que de ce point de vue-là, il faut faire extrêmement attention, parce qu'alors, quels reproches pouvons-nous faire à d'autres qui, eux aussi, veulent définir la loi à partir de la foi? Vous voyez bien que... Vous parlez de l'islam, vous parlez de quoi? Vous savez bien, il y a partout dans le monde, pas seulement dans l'islam, bien, regardez ce qui se passe en Inde, par exemple, vous allez voir. Il y a partout dans le monde ce grand courant-là qui dit le plus important de tout, c'est la religion, et il faut tout définir à partir de la religion. Nous pensons, Français, que le plus important de tout, c'est que nous vivions ensemble et que nous respections le pluralisme des sensibilités. Autrement, ça porte un nom au bout de ce chemin, c'est la guerre de religion. On va se battre pour imposer notre religion ou nos principes aux autres. Donc vous pensez que François Fillon fait une erreur ? Je pense que François Fillon, de ce point de vue-là, est dans une logique qui n'a cessé depuis des mois et des mois de dériver dans ce sens. Emmanuel Macron a un embarras avec l'un de ses militants qui s'appelle Mohamed Saou, qui n'est pas connu du grand public. Ni de moi, je dois dire. Ni de vous. Ah, vous ne connaissez pas l'histoire. Alors Mohamed Saou est référent, puisque c'est le terme qui est employé dans le mouvement En Marche, de ce mouvement dans le Val d'Oise, et investi pour les élections législatives. Mais la mémoire d'Internet a restitué des propos de Mohamed Saou, je ne suis pas Charlie, et puis une certaine proximité avec des courants radicaux de l'islam qui lui sont reprochés. Et invité de Beurre FM vendredi dernier, hors micro, Emmanuel Macron a défendu Mohamed Saou. Certes, a-t-il dit, il est un peu radical, mais c'est quand même un type bien. Écoutez, Emmanuel Macron, hors micro, je le précise. Mais il a fait un ou deux trucs un peu plus radicaux. Voilà. C'est ça qui est compliqué. Ouais, c'est clair. Non, parce clair. Que c'est un type très bien, Mohamed, en plus. Mais et c'est pour ça que je ne l'ai pas viré. Voilà, donc je ne vais pas le virer, c'est un type très bien, mais c'est vrai, il a fait 2 ou 3 trucs radicaux. Vous ne connaissez pas l'histoire? Parce que là, sur Internet, depuis vendredi, ça a beaucoup fait parler. Je ne le connais pas, et je ne crois pas tout ce qui est écrit sur Internet sans vérification. Mais là, vous pouvez vérifier. Permettez-moi de dire une chose précise. Il peut y avoir des gens qui font des erreurs et qui, par ailleurs, soit dans leur vie, dans leur manière d'être, des gens bien. Mais... Simplement, la responsabilité du patron, la responsabilité ici, en l'occurrence du candidat, elle est de dire vos opinions ne peuvent pas déstabiliser le groupe que nous formons ensemble.
ne peuvent pas déstabiliser ce mouvement qui s'est formé. Parce que de ce point de vue-là, il y a des risques. Et c'est à peu près exactement, je crois, ce que Macron a dit. Pardon, excusez-moi. Est-ce que ça veut dire qu'un mouvement qui se forme vite, qui il y a un an était quasiment embryonnaire et qui aujourd'hui en est où il est, ça veut dire forcément qu'il y a des erreurs comme ça qui se glissent à l'intérieur et qui sont extrêmement difficiles à éviter et qui peut-être... Fabienne Synthèse, je ne connais rien d'aussi difficile que de bâtir un mouvement politique qui, tout d'un coup, attire des centaines de milliers de personnes. Je le sais, je l'ai fait. Ça veut dire qu'il peut y en avoir d'autres. Et avec bien des difficultés. Et encore avions-nous la colonne vertébrale, la structure du grand courant centriste français. Et vous allez vous assurer qu'il y a les garanties pour vérifier, par exemple, il y a tous les candidats aux législatives, vous allez vous occuper de ça en tout cas, enfin, m'occuper. En tout cas, vous comprenez la question. J'insisterai et je pèserai de toute mon influence, si j'en ai, pour que, en effet, il y ait ce choix éclairé qui fasse qu'on ne se retrouve pas avec des mouvements déstabilisés de l'intérieur. C'est très difficile à faire. Je l'ai dit à Emmanuel Macron souvent et à ses équipes souvent. En tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles nous, le Centre indépendant, le MoDem, restons comme un allié. Parce que, en effet, c'est très difficile de bâtir une solidité au travers du temps. J'y aiderai autant que je le pourrai avec l'expérience qui est la mienne. Voilà, donc vous regarderez le cas de Mohamed Saou qui agite un peu la scène politique et vous vous ferez votre opinion. Votre ami Jean Lassalle, c'était votre ami et candidat à l'élection présidentielle. Il parle de votre ralliement à Emmanuel Macron, c'était sur Europe 1. Pas mon ralliement, mon alliance. D'opportunité que je n'aurais jamais fait parce qu'il est aux antipodes de tout ce qu'il a toujours dit. Je comprends pas, mais je sentais qu'il n'était plus dans le coup. Voilà, c'est votre ami Jean Lassalle qui ne comprend pas pourquoi vous avez, comment vous dites ? Alliance. Fait alliance avec Emmanuel Macron. Nous avons fait une alliance parce qu'une alliance, c'est entre partenaires qui sont dans une situation de co-responsabilité. Voilà, vous regrettez que Jean Lassalle soit lancé dans cette aventure ? Je ne parle pas de ce sujet. Pourquoi ? Je vous ai déjà opposé ça parce que ça ne ressemble en rien à ce que je crois, à ce que j'espère de l'avenir et à ce que nous avons pendant des années bâti ensemble. Allez, la suite dans une minute. Jean-Michel, il est 8h50, voici Victor Mattei. Le président du club de foot de Bastia assure qu'il prendra les décisions qui s'imposeront après les violences d'hier sur la pelouse de Furiani. Des supporters corses ont frappé des joueurs lyonnais. La seconde période n'a pas pu se jouer. Convaincre les indécis, conserver une certaine dynamique. Dernière semaine à enjeu pour les candidats à la présidentielle. Et encore d'importants meetings. 2 à Paris ce lundi, Emmanuel Macron à Bercy, Marine Le Pen au Zénith. Ce soir, François Fillon, lui, est attendu à Nice. Le président turc aussi a fait campagne jusqu'au bout. À l'arrivée, succès étriqué pour le référendum constitutionnel de Recep Tayyip Erdogan, un peu plus de 51% des voix. Les grandes villes, Istanbul, Izmir, Ankara, ont voté contre. L'opposition ne reconnaît pas sa défaite et demande un recompte. Et puis dans le sud-ouest, c'est parti jusqu'au 28 mai. Une nouvelle campagne de vide sanitaire pour essayer d'en finir enfin avec la grippe aviaire. Les oies, les canards touchés par le virus vont tous être abattus. Info. François Bayrou est avec nous dans l'émission politique de France Info. Gilles Bornstein, question. Votre nom est souvent cité pour Matignon en cas de victoire, pardonnez-moi, d'Emmanuel Macron. Alors j'ai une question assez simple. Est-ce que vous en avez envie ? Ce nom, enfin, si mon nom est cité, ça n'est jamais par moi. Ah non. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Absolument. Ça, c'est vrai, jamais... Sinon, vous ne poserez pas la question. Je n'ai jamais... Mais si vous voulez le faire là, je n'ai jamais, ni de près ni de loin, participé à ce petit jeu. Et je vais vous dire, je l'ai déjà dit, mais je le répète, et ceci est la vérité simple des faits, je n'en ai jamais parlé avec Emmanuel Macron. Mais c'était pas ma question. Pour une raison très précise. C'est que c'est la responsabilité du président de la République, pas du candidat, pas des gens qui font des ententes. C'est la responsabilité du président de la République. Envie. Et je ne raisonne pas sur ces questions à partir de l'envie. Ça vous paraît surprenant ? À partir de quoi vous Ça raisonnez ? vous paraît surprenant ? À partir de quoi vous raisonnez sur ces questions ? Je sais 2 choses. Oh, elles sont simples. La première, c'est que je ne cesserai jamais de m'occuper de ma ville de Pau.
Et la deuxième, c'est que je ne cesserai jamais de servir autant que possible l'idée que je me fais de l'avenir du pays qui a tellement de problèmes. Ce qui veut dire, puisque vous resterez à Pau, est-ce que vous pouvez affirmer aujourd'hui, je ne serai pas ministre? Excusez-moi, Gilles Blanchet, vous ne m'avez pas tout à fait écouté. Alors donc, de ce point de vue-là, sortez de la fausse naïveté dans laquelle vous êtes. La situation d'après la présidentielle, nous ne la connaissons pas. Moi, j'espère qu'Emmanuel Macron sera élu. J'espère qu'il y aura une majorité nouvelle autour de lui. J'espère qu'il y aura un gouvernement qui sera un gouvernement solide. Et je ferai tout ce que je peux pour qu'il en soit ainsi. Et je n'ai pas envie d'entrer dans le petit jeu auquel vous essayez de me faire livrer. Quand vous dites qu'il y aura une majorité nouvelle autour de lui, mais vous avez dit aussi peu de temps avant que vous alliez toujours favoriser votre ville de Pau. Ça veut dire que le cas échéant, vous ne favorisez pas l'Assemblée nationale histoire d'apporter un soutien à Emmanuel Macron? Il est vrai, je l'ai déjà dit, je ne serai pas candidat aux élections législatives. Est-ce que la situation n'est pas changée? S'il faut donner une majorité à Emmanuel Macron? Je ne serai pas candidat aux élections législatives. Je l'ai déjà dit 2 fois ou 3. Quand vous voulez être clair, vous l'êtes. Mais je le suis. Je ne serai pas candidat aux élections législatives. J'ai été député pendant longtemps et je le regrette pas. Mais en tout cas, pour moi, ça n'est pas ce moment-là. L'engagement citoyen qui est le mien ne passe pas par l'Assemblée nationale en 2017. La question du Premier ministre n'est pas une question politicienne d'Emmanuel Macron, c'est une question légitime parce qu'on se demande... Je n'ai pas dit qu'elle était politicienne. Avec qui les candidats qui peuvent aujourd'hui prétendre à l'Élysée vont gouverner. Emmanuel Macron, invité de BFM, vient de dire à l'instant que le Premier ministre qu'il nommerait s'il était élu ne serait pas issu de la société civile, mais serait issu du monde politique parce qu'il a besoin d'une certaine expérience. C'est peut-être pour cette raison, je ne veux pas vous flatter François Bayrou, que votre nom est cité. Le jeu des pronostics, c'est le vôtre. C'est pas un pronostic, c'est une analyse. Qui a-t-il autour d'Emmanuel Macron? Pas grand monde pour occuper ce poste-là. Vous voyez, vous, des gens capables de l'occuper? Si vous voulez bien regarder les autres... Les autres qui? Les candidatures. Non, les on va rester sur celle d'Emmanuel Macron. Si vous voulez, c'est trop facile. Attends, non. On ne parle pas des autres, on parle d'Emmanuel Macron. Non. La ficelle est un peu grosse, si je puis me permettre. S'il n'y a pas de ficelle. J'en doute. Je considère que vous avez cité, il y a 2 ou 3 noms qui sont cités autour de Emmanuel Macron. 2 ou 3, y a-t-il des noms cités autour des autres? Quels noms autour d'Emmanuel Macron? Vous avez qu'à lire les articles de journaux, c'est votre boulot, ça n'est pas le mien. Il y a des noms cités autour des autres. On parle de François Baroin. Très bien. Par exemple, autour de l'hypothèse Le Pen, Mélenchon, vous voyez des... Mais la vérité, c'est qu'il n'y a... il faut parler de la campagne d'Emmanuel Macron. La vérité, c'est c'est qu'il n'y a qu'une seule équipe suffisamment soudée, cohérente, qui partage les mêmes objectifs pour qu'on puisse en effet y dire des noms, c'est l'équipe d'Emmanuel Macron. Il se trouve que c'est une équipe de renouvellement. Ça, c'est vrai. Mais du coup, quand il dit qu'il a besoin d'expérience à ce poste-là... de finir, et on y revient après. N'est-ce pas, quel est le choix de dimanche prochain? Le choix de dimanche prochain, c'est ou bien on reste dans le système classique qui nous a conduits où nous sommes. Le système. Usé à mes yeux, des 2 partis, gauche et droite, qui se renvoient le pouvoir à chaque alternance et qui, au bout du compte, nous conduisent dans l'impasse, ou bien on cherche des rassemblements plus larges pour que la politique qui doit être conduite le soit. C'est ça la question. Et la seule possibilité de renouvellement et de rassemblement plus large, c'est celle que Emmanuel Macron propose. Alors après, le besoin d'expérience au poste de Premier ministre, est-ce que ça vous le reconnaissez? Vous dites oui, il a besoin d'expérience à ce poste-là. Moi, je ne connais pas de gouvernement qui ne soit pas, ou à la tête duquel ou dans lequel on ne souhaite pas des expériences importantes. Franchement, je ne l'imagine même pas. Vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron? C'est pas la société civile qui fournira un Premier ministre à Emmanuel Macron s'il est élu président. C'est le monde politique. Je pense que c'est raisonnable, mais c'est presque un acte de candidature, ça. Le champ se restreint quand même. Vous le voudriez, mais il se trouve que ce n'est pas vrai. Et non, vous m'embêtez pas. Franchement, si je n'avais été embêté dans ma vie que par la question de savoir est-ce que vous acceptez d'aborder la question de Premier ministre, je vous assure que je me serais porté tout au long de ces années beaucoup mieux. Donc la question n'est pas celle-là.
je n'ai jamais abordé la question avec lui, même sous l'angle que vous venez de dire. Jamais. On parle de Premier ministre, il y aurait un ancien Premier ministre, justement, qui serait peut-être au meeting tout à l'heure, il s'appelle Dominique de Villepin. Vous avez des informations là-dessus ? Excusez-moi, aucune. Je l'ai lu sur Twitter comme vous. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Dominique de Villepin. Ce serait un bon renfort. Bonne idée. Oui, je trouve que les expressions de soutien qui s'équilibrent, qui forment un équilibre. On a eu des soutiens du centre. On est parti avec ça. On a eu des soutiens de gauche. On a des soutiens de droite. Jean-Louis Debré, par exemple, lorsqu'il a dit que pour lui ça irait dans ce sens-là, c'est un soutien important parce que ce que le gaullisme a apporté, à mon sens, ne trouve pas sa place dans la candidature ou dans la manière dont François Fillon présente les choses. Le gaullisme, c'est autre chose de plus grand. Et donc, que Dominique de Villepin ait laissé entendre qu'il pourrait soutenir la candidature d'Emmanuel Macron, je trouve que c'est très bien. Que Jean-Louis Debré en ait fait autant. Et d'autres, il y a, je crois, une dizaine de ministres qui ont été dans les gouvernements de Jacques Chirac qui sont présents pour soutenir Emmanuel Macron. C'est un équilibre bienvenu. Merci François Bayrou d'avoir accepté l'invitation de France Info.